Julien est pas prêt, c'est lui qui commence, mais je vais vous poser nous deux questions avant. Qui c'est qui a déjà fait ou pense avoir déjà fait du microservice ici? D'accord. Ah, vous êtes vraiment pas nombreux. Bon. Tu démarres? Ah, super. Bon, bah, let's go. Bonsoir. Donc, Julien, Willy, on travaille chez Leadformance, donc une filiale groupe Solocal. Et on est dans les microservices depuis maintenant 2 ans. Et donc ce soir, c'est un petit retour d'expérience sur ces 2 années-là. Pour ceux qui étaient au Snowcamp en janvier, ça va être la même. Donc, normalement, pas trop de nouveautés. Donc, comme je vous disais, on travaille pour Solocal. Et Solocal, chez nous, on développe une solution qu'on appelle Bridge. Et avant de commencer, on va vous décrire un peu ce qu'on fait pour que vous ayez un peu de contexte. Donc, pour décrire ce qu'on fait, on va commencer par un petit exemple. Donc, vous allez sur magasin.boulanger.fr. Vous allez tomber sur un site qu'on héberge chez nous. Ce site-là va vous permettre de récupérer, de vérifier, de trouver les magasins qui sont proches de chez vous. Sur ces magasins-là, trouver les horaires d'ouverture, de voir les produits et services qui sont disponibles. Et en fait, donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, notre métier historique. C'est ce qu'on appelle les store locators. Et ces store locators-là, donc c'est les données qu'on retrouve sur ces sites web, en fait, sont gérées de façon assez massive via une interface d'administration. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir créer nos points de vente, etc. Et en plus de cette feature-là, on va fournir d'autres fonctionnalités intéressantes pour les grands groupes, etc. Ça va être par exemple une fonctionnalité qui va permettre d'envoyer ces données qu'on a chez nous, de les envoyer sur les annuaires du web, donc type Google ou Page Jaune, pour pouvoir garantir la cohérence entre toutes ces données-là. Et la dernière feature qui est arrivée récemment, ça va être une fonctionnalité qui va permettre de gérer les campagnes publicitaires type AdWords directement au sein de l'application. Donc ça permet par exemple à un directeur de magasin, boulanger ou darty, qui ne connaît pas grand-chose et qui va tirer un maximum plus de trafic chez lui, va pouvoir déclencher une campagne publicitaire sur un événement, très facilement avec notre application. Donc pour vous donner un peu des idées de chiffres, on est à un peu plus de 250 clients, encore en augmentation. On gère 515 000 points de vente, donc, pour tous nos clients. Vous avez quelques exemples de clients qu'on peut avoir. Donc on a des gros clients, des petits, etc. Le produit en fait commence à être intéressant dès qu'on commence à avoir une grosse quantité de magasins. C'est là où on apporte de la valeur. Et cette application-là, jusqu'à l'année dernière, elle était déployée grâce à une application Rails, donc monolithique Rails. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on avait donc une seule brique qui gérait toutes les fonctionnalités de l'application. Donc de l'hébergement des sites web qu'on pouvait avoir, donc des store locators, jusqu'au back-office qui permettent d'alimenter la base de données des points de vente, mais aussi derrière de fournir une API publique qui permet donc d'interfacer des logiciels de clients directement avec notre application. Et donc voilà, quelques chiffres. L'application a commencé à être développée en 2009 et 2015, la société a voulu un petit peu grossir et croître. Et le souci qu'il y a eu, c'est qu'on commençait à avoir du mal à intégrer de nouveaux clients. Ça commençait vraiment à devenir compliqué d'intégrer des nouveaux clients ou de développer de nouvelles fonctionnalités dessus. Parce que bien sûr, vu qu'il commençait à y avoir un bon passif, on a eu besoin de développer pour des petites fonctionnalités uniquement pour 1 ou 2 clients. Et donc du coup, on commençait à avoir une base de code un peu compliquée. C'est pour ça qu'il a été décidé d'essayer de repartir from scratch. Et pourquoi on est parti sur du microservice ? Eh bien,
une des principales raisons, c'était donc pour les besoins de scalabilité qui nous offre ce type d'architecture-là. C'était pas le fun, la première raison? Non. Mais bon, c'est une conséquence. Je crois. Et du coup, donc ces besoins de scalabilité, donc vraiment au niveau technique, donc pouvoir récupérer, accepter un plus grand nombre de requêtes, mais aussi une question de scalabilité au niveau des équipes, parce qu'effectivement la société accroît mais en nombre de devs. Donc on est parti de 6-7, maintenant on doit être une vingtaine, et ça continue d'arriver. C'est ça, et ça continue en plus d'augmenter. Donc une des promesses des microservices, ça permet justement d'avoir des équipes qui sont responsables de certains services. Enfin, si on sait s'organiser pour travailler. Si on sait s'organiser, ça c'est une autre question. Et donc voilà, un autre bonus aussi qu'on avait avec notre application, c'est qu'on a vraiment des modules métiers qui sont assez séparés, donc les store locators, la gestion du presence management avec les annuaires du web, et donc ces différents métiers-là se modélisent bien en différentes briques, donc on pourrait imaginer assez facilement de déployer ça sous des microservices. Donc voilà un peu nos choix, et du coup maintenant on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais, donc voilà, enfin pour replacer un peu le contexte, comme l'expliquait Julien, on est parti sur une architecture microservice, enfin une solution microservice. On avait carte blanche, donc on a vraiment dit on a une version 2 du produit, une version 3, et on est parti vraiment de rien. Donc un petit peu l'analogie avec Alice qui descend au fond du terrier. On s'est dit on va découvrir ce que c'est, on va découvrir comment on travaille avec les microservices. Bon, on avait déjà une logique et un métier qu'on connaissait. Il ne nous restait plus qu'à découvrir la technique. Et on va essayer de vous faire partager nos expériences, les quelques murs qu'on s'est pris, et puis les bonnes petites astuces aussi qu'on a trouvées. Alors, on va commencer, si ça ne vous dérange pas, par la fin. C'est-à-dire que je vais vous donner le diagramme d'architecture simplifiée de la plateforme. Donc en fait, quand on décide de partir sur une architecture microservice, l'architecture technique, on va dire, a quand même une place prépondérante dans le développement. Et donc, hop, à l'envers, c'est bon. Donc, d'où on est parti? On s'est dit, bon, il nous faut un cadre pour déployer notre application. Alors, ce cadre, c'est Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs Docker. Petite question, qui ne connaît pas Docker ici? Vous ne savez pas du tout ce que c'est? Bon, maintenant, promis, on t'expliquera après. Ouais, c'est honnête. Si ça ne te dérange pas, du coup, je ne vais pas réexpliquer. Voilà, donc... on va gagner du temps pour boire des bières plus vite comme ça. Donc voilà, on a un orchestrateur de conteneurs Docker, on a Kubernetes, donc on va dire ça c'est notre page blanche. On va pouvoir dessiner notre application, nos différents services. La contrainte c'est qu'on puisse juste déployer notre application au sein d'un conteneur Docker. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, comment on part? Premier besoin chez nous, c'était gérer les données des points de vente. Donc données des points de vente, ça va être... horaire d'ouverture, numéro de téléphone pour contacter le magasin, adresse, tout ce genre de choses que nos clients veulent pouvoir communiquer. Donc, pour commencer, on s'est dit, on n'a pas vraiment fait du DDD, mais on s'est dit, on va essayer de découper quand même nos données en services logiques. Et on s'est dit, on va essayer de coller au modèle REST, qui, grosso modo, associe un service à une ressource. Donc, une ressource, c'est-à-dire, on va pouvoir... on a un service location, donc c'est la traduction de point de vente dans notre métier. Grâce à l'API REST, on va pouvoir faire les opérations de type CRUD, donc create, read, update, delete, sur nos points de vente. Grâce à cette interface, donc à ce service REST, je rentre pas plus dans les détails, on va pouvoir développer au-dessus une interface web pour gérer les données des points de vente. Bon là on a choisi Angular, mais on aurait pu choisir toute autre technologie capable de s'interfacer avec du REST, c'est-à-dire beaucoup.
Et donc voilà, on est parti, on a notre premier service, et puis on l'a fait, on arrive assez rapidement à avoir quelque chose qui fonctionne, on peut jouer avec nos données. Bon, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. Donc après arrive ce qu'on appelle ici des mini-sites, c'est l'hébergement des store locators. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait nous. On ne va pas argumenter si c'est bon ou mauvais là-dessus. En tout cas, c'est possible. Nos mini-sites, les store locators, il y a un grand besoin d'intégration. Donc en fait, on a décidé de faire des briques qui sont indépendantes les unes des autres, qui consomment en fait les données qu'on a sur nos API REST. Et il se trouve qu'on a choisi la technologie Symfony parce que ça correspondait à nos besoins, à nos intégrateurs, on va dire, aux besoins de nos intégrateurs. Et donc, on arrive à déployer ça aussi dans des conteneurs Docker et à mettre ça sur notre plateforme. Tout se passe bien. Donc là, grosso modo, vous avez les grosses briques qu'on va retrouver dans Bridge. Vous avez les services REST qui gèrent vraiment les données. Vous avez une interface de management, ce qu'on appelle le back-office, donc qui va être à destination de nos clients, et les mini-sites qui, eux, vont être publics, accessibles sur Internet. C'est ce que vous avez quand vous tapez boutique Orange, Salon, L'Oréal ou n'importe quoi. Voilà. Donc là, on a la base, et puis on va vouloir faire évoluer. On a des nouvelles fonctionnalités. Et là, le leitmotiv, le fil directeur, au fur et à mesure du développement de notre application qu'on essaie d'avoir, c'est d'aller le plus petit possible, de garder nos services petits. Alors, ça, garder nos services petits, pourquoi ? Ce que vend les microservices comme avantage, c'est que quand un service est petit, il est simple. Donc, ça veut dire que vous mettez un nouveau développeur qui arrive dans votre équipe, la code base est petite, donc il devrait relativement bien réussir à la comprendre. C'est plus facile à comprendre 20 000 lignes de code que 20 000 lignes de code parmi 2 millions de lignes de code. C'est plus facile à tester, si on fait bien les choses. C'est plus facile à refactorer aussi. On donnera un exemple plus tard. Et puis éventuellement, c'est plus modulaire, c'est-à-dire que on va pouvoir mettre un module, puis dire non, cette fonctionnalité dans le produit, on l'arrête, hop, on l'enlève. Et puis, il n'y a pas plus de travail que ça. Et vous vous doutez que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais des fois, ça se passe exactement comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà le leitmotiv et les promesses vraiment du microservice. Donc, pour reprendre un peu notre développement de Bridge, on a eu besoin rapidement, pour coller à la version Legacy, de rajouter des images. Et puis, on avait vu sur notre première implémentation du produit que l'upload, c'était problématique parce que, vous avez sûrement dû rencontrer ce problème-là. Quand vous avez un serveur qui reçoit des gros fichiers en upload, ça occupe des threads, des processus. En termes de disponibilité, c'est compliqué. Le scaling, ça prend une grosse charge. Donc, on s'est dit, on va mettre un service d'upload qui va faire que ça. Et ça marche bien. On a mis un service de médias qui, lui, va gérer les médias, retravailler un petit peu les images éventuellement, et puis les stocker au chaud, dans notre cas, sur Amazon Web Services. Et donc, rapidement, on en vient à avoir 3 services. Donc, ces 3 services, ils communiquent via du messaging, avec on a du RabbitMQ chez nous pour ceux qui connaissent. Et donc, tout se passe bien. Notre interface de management peut taper sur les différents services pour administrer les adresses des points de vente, pour charger des images ou même des fichiers d'import, parce que nos clients ne s'amusent pas, évidemment, à saisir les données des points de vente quand ils ont 100 000 points de vente pour nos plus gros clients. Ils utilisent des fichiers Excel. Et donc, ces services-là sont aussi consommés par les mini-sites qui restituent les informations aux internautes. Et ça se passe plutôt bien jusqu'ici. Voilà. Alors, un des avantages aussi du microservice, c'est que vu qu'on est habitué à travailler avec plusieurs petits applicatifs, c'est assez facile d'en rajouter un autre. Et puis là, on a eu un besoin assez rapide d'authentification, donc on a voulu partir sur du SSO, du Single Sign-On. Et en fait, on s'est dit, il y a sûrement des gens qui font ça mieux que nous.
c'est pas notre cœur de métier, donc on va aller voir ce qu'il y a un peu dans l'état de l'art. Et puis on est revenu avec, aide-moi Julien. Keycloak. Keycloak, merci. Donc on est revenu avec Keycloak, qui est une application qui pour le coup est différente de ce qu'on utilise comme techno. Parce que je vous ai pas dit, parce que c'est pas forcément important pour l'architecture microservice, mais on fait nos premiers microservices en Node.js avec une base Mongo. Mais bon, les principes restent les mêmes pour les autres technologies. Et là, on a rentré un service de SSO avec du Java, du MySQL, et ça marchait bien. Ça s'est intégré nickel dans notre architecture. Et comme on avait déjà, on va dire, l'outillage, et dès la conception, on avait prévu de déployer plusieurs applicatifs, l'effort a été minimal pour intégrer cette partie tierce. Ensuite, un des trucs qu'on a envie de faire quand on fait du microservice, c'est se dire, bon, là, on a fait du Node.js, c'est bien, mais moi, j'aime pas le Node.js, j'ai envie d'essayer autre chose. Et puis là, un jour, on s'est dit, il y a ce langage, là, Elixir, qui nous titille là, et qui nous fait des clins d'œil, on va essayer de faire un truc en Elixir. Donc on s'est dit, on va faire notre service de géocoding en Elixir. Service de géocoding, pour ceux qui ne savent pas, c'est un service auquel on fournit une adresse et qui, lui, nous donne les coordonnées GPS en retour, ou potentiellement l'inverse. Et c'est assez utile dans Bridge, vous verrez dans des scénarios peut-être plus tard. Bref, on a fait notre service en Elixir. Étant donné que ça se package facilement en Docker, on a pu l'intégrer. Il y a tous les outils qu'ils font en Elixir pour faire du reste. On a même des drivers Mongo. Bon, ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait un dev senior Elixir dans la boîte, puis il est parti. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réécrit le service en Node.js. Petit sondage, vu qu'on est entre nous, à votre avis, ça a pris combien de temps? Est-ce que quelqu'un veut s'y risquer là? Qui dit que ça a pris un mois? Bon, c'est assez arbitraire parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais allez, on va dire que c'est un service qui doit faire, 20 000 lignes de code maximum. Ouais, à peine. À peine, avec service REST qui a une dizaine de endpoints. Ça, à réécrire, ça a pris moins d'une semaine. Donc, j'avais une journée en tête. Une journée? Ouais, après, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est très rapide en fait. Si on arrive à garder ces services assez petits, on arrive très rapidement à le refactorer parce que on sait à peu près ce qu'ils font et il est passé d'un langage à un autre. Typiquement, c'est quelque chose qui est assez facile. Passer par exemple quelque chose qu'on fait en ce moment du Node JS pur à du TypeScript, c'est quelque chose qui va être assez rapide. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien aussi dans les microservices, c'est que si on arrive à garder des services assez petits, ça nous permet de tester des choses et éventuellement de faire un rollback si ça ne marche pas. Donc on est un peu plus serein pour ces tests de nouvelles techno. Bref, avec tout ça, on est arrivé aujourd'hui à une quinzaine d'API REST, on en a 2 ou 3 en plus aujourd'hui, et une quarantaine de mini-sites. Et ça tourne très bien. On a livré plein de clients, ça délivre. Il n'y a pas vraiment de downtime. Tout le monde est content. Même les PO. Il y a des PO dans la salle? Non, c'est bon. Voilà. On les aime beaucoup. Hein. C'est pas des bêtises en plus. Mais on a l'habitude de les troller aussi, donc ça se passe bien. Et donc on en est arrivé là. Pour nous, aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, je reviens dans mon processus de développement d'applications microservices. Il y a une grosse question qui, pour nous, est la question. C'est est-ce qu'il faut partager une bibliothèque entre ces différents services? Alors là, vous pouvez le voir dans la littérature, vous avez de tout. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, surtout pas, vous allez perdre le découplage de vos services, c'est plus du microservice si vous mettez une librairie partagée. » Puis il y en a d'autres qui vont vous dire « Bah oui, mais quand on voit des problématiques comme l'authentification ou si vous avez la même base de données de partout, parce que bon, certes, quand on fait du microservice, on se dit c'est cool, je vais pouvoir mettre des bases de données différentes, utiliser des technos différentes de partout. » Mais non, en fait, on peut en avoir quelques-unes si c'est justifié, mais généralement, on a quand même une majeure partie des services qui tournent avec les mêmes technos. Donc, fatalement, au bout d'un moment, quand on écrit 2 ou 3 fois le code du driver à la base de données, ou ce genre de choses, on se dit il y a peut-être matière à mutualiser quelque chose.
Donc, bon, là, on se dit, on aimerait bien quand même faire une bibliothèque. Donc, moi, j'ai cherché longtemps dans la littérature, vous ne trouverez pas de solution, hein, et je pense qu'il n'y en a pas. Donc nous, notre retour d'expérience là-dessus, c'est de dire, bon, quand vous voulez faire une bibliothèque partagée entre vos microservices, tranquille, respirez, faites éventuellement du DDD, mais réfléchissez, prenez votre temps. Le but, en fait, c'est d'éviter tant qu'on peut, et surtout de faire une bibliothèque par préoccupation. C'est-à-dire une bibliothèque pour votre driver de DB, une bibliothèque pour votre système d'authentification. Et puis comme ça devrait se passer mieux que si vous mettez tout dans la même bibliothèque. Voilà. En fait, ça c'est... Comment dire, pour essayer de vous illustrer un peu le principe, c'est quand vous avez 15 microservices, que vous avez 5 équipes qui travaillent en parallèle, s'il y en a un qui fait une modification du service d'authent pendant qu'une autre équipe modifie le driver d'accès à la base de données, et que vous devez à chaque fois modifier vos 15 services, eh ben, ça commence à devenir rapidement compliqué. Donc, voilà, ça sent le vécu. Tu crois? Voilà, c'est le but, hein, c'est une retour d'expérience. Donc voilà, notre retour là-dessus, c'est de dire les libs, ça peut le faire, mais mettez bien une préoccupation par lib. Après, il y a d'autres solutions aussi que faire des bibliothèques partagées, notamment pour tout ce qui est authentification et on va dire tout ce qui va être gestion du trafic entrant sur les API. On peut faire des API gateway. Donc ça peut être, c'est faisable, ça fonctionne. Donc c'est-à-dire une API gateway, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça va être une API qui va prendre le trafic entrant, vérifier les conditions d'accessibilité à la plateforme et redispatcher sur les différents microservices en dessous. Ça évite de distribuer cette préoccupation-là sur tous les microservices et avoir à la maintenir de façon distribuée. Ça fonctionne. Nous, on ne l'a pas. Au début, on pensait que c'était une erreur. Aujourd'hui, on s'en accommode plutôt bien. Mais il faut savoir que ça existe. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose aussi en dessous, au niveau de la base de données. Vous pouvez avoir une API de stockage. Ça fonctionne aussi, on n'en a pas, mais il faut savoir que ça peut se faire. Donc c'est des choses aussi à envisager si vous vous lancez dans le microservice. Bon, maintenant Julien, tu nous montres comment on fait le chef d'orchestre avec tout ça. Ça marche. Donc du coup, maintenant qu'on a nos services développés, comment est-ce qu'on déploie tout ça? Enfin, comment est-ce qu'on les fait communiquer ensemble? Dans la littérature, des blogs ou des conférences qu'on peut voir, les deux principaux problèmes qu'on retrouve dans les architectures microservices, c'est qu'est-ce qu'on fait de la configuration, comment je fais en sorte que tous les services, comment gérer cette configuration et avoir suffisamment d'agilité au niveau du déploiement, parce que c'est facile de déployer une application toute seule dans son coin. Par contre, quand on en a 15, voire 30, ça devient un peu plus compliqué. Donc nous, ces problèmes-là, on ne les a pas eus, et on pense que c'est grâce à Kubernetes, donc notre utilisation assez poussée de Kubernetes. Donc pour un petit rappel, Kubernetes a été développé, c'est un orchestrateur de conteneurs, Docker en particulier. Ça a été développé par Google, maintenant ça a été un peu libéré, open sourcé. Donc ça lance et ça gère les conteneurs Docker qu'on lui donne. Et ça fournit des petites fonctionnalités sympas, comme permettre de grouper des conteneurs ensemble, faire du load balancing. Il y a une fonctionnalité de auto-link qui est plutôt pratique, on en reviendra après. Et ça permet de scaler très facilement les différents conteneurs. Et donc chez nous, on l'utilise énormément, ce Kubernetes. Donc c'est vraiment notre colonne vertébrale. Typiquement, pour faire la communication entre les services, lorsqu'on a besoin d'une communication, par exemple en HTTP, en fait, on n'a pas de service discovery, on va se servir du DNS qui est à l'intérieur de Kubernetes pour pouvoir faire communiquer nos services entre eux. Donc via une URL classique. Toute la configuration de chacun de ces services-là, elle est à l'intérieur de Kubernetes. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans des config maps. Et donc cette configuration-là, elle est ensuite injectée dans les conteneurs Docker via des variables d'environnement. Et donc le service, au démarrage, il a tout ce qu'il faut pour s'initialiser. L'utilisation de Kubernetes nous a un peu changé notre vision un peu de la gestion des incidents de prod.
sur la version legacy, généralement, quand on a un incident de prod, bah, la priorité, comme toujours, c'est de faire remonter le service pour qu'il soit à nouveau disponible. Donc c'est plus ou moins compliqué. Le fameux redémarrer les serveurs. Par exemple. Et grâce à Kubernetes, cette étape-là, en fait, Kubernetes s'en occupe pour nous. Donc généralement, quand on se fait réveiller à 4h du mat, parce qu'il y a eu un problème, il y a une sonde qui a sauté, il y avait un service qui n'était plus disponible, le temps qu'on se réveille et qu'on se connecte, en fait, le Kubernetes a supprimé le conteneur qui posait problème, l'a redéployé ailleurs, et le service est up, et on peut se recoucher direct. Et pourtant, Julien, il se réveille très vite. Hein. Après, bien sûr, il reste toujours l'étape de comprendre ce qui se passe pour éviter que ça arrive, mais au moins déjà cette première étape-là, cette première étape de on remet le service en route directement, bah, elle est faite un peu automatiquement. Bon, le souci derrière, c'est que si Kubernetes n'arrive pas à remettre le service en route, on sait qu'on va bien ramer pour cet incident. Ça sent le vécu, Julien. Non, ça va. Et un des derniers avantages qu'on a avec Kubernetes, c'est que le déploiement est super facile. Alors d'ailleurs, comment on va déployer ça? Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va produire un gros fichier YAML et on va le donner à manger à Kubernetes. Et puis bah, voilà, on a déployé notre service. On a réalisé, on est content. Alors vous allez me dire comment on crée ce gros fichier YAML. Eh bien chez nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on va avoir un projet, un repository, un nouveau projet Git. C'est un méta-projet parce qu'en fait il va dépendre un peu de tous les autres projets, donc de tous les API, de tous les services qu'on a. Et ce service-là va permettre d'assurer une cohérence entre les versions de chacun des autres services. Et on a une grosse batterie de pipeline Jenkins pour pouvoir créer ce fichier YAML. Et ce fichier YAML, il est créé donc, à chaque déploiement, donc notamment à chaque release. Et pour vous donner quelques infos là-dessus, nos releases, on les fait toutes les semaines. C'est basé sur, pareil, un autre ensemble de pipeline Jenkins. Et pour notre process de release, il consiste en mettant à jour donc, les versions des services qu'on a besoin, en mettant à jour les services dans le méta-projet qui assure la cohérence, de faire une campagne de test et de taguer ce fameux projet-là. Et après, on balance ça au job de déploiement et ça nous déploie une nouvelle version. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est automatisé? Oui, heureusement. La seule étape manuelle qu'on a encore, ça va être au niveau des tests, parce que malheureusement, on n'a pas un patrimoine de tests automatisé assez gros pour avoir confiance en ce qu'on va déployer en prod. Donc en fait, on va avoir une automatisation de la mise à jour de ces versions-là via des jobs Jenkins. Bien sûr, on a nos tests unitaires, intégration et quelques tests end-to-end qui vont être lancés. Et derrière, on va avoir une petite campagne. On a un cahier de test où on va le jouer à la main. Et une fois qu'on a validé ces tests-là, ces derniers tests manuels, on a pareil d'autres job Jenkins qui vont permettre de créer ce tag-là et puis ensuite derrière de déployer quand il y a besoin de déployer. Tu passes du gros sujet. Bon, allez, courage. C'est le dernier gros morceau là, et puis après on va pouvoir aller boire des bières. Donc il y a un truc qui est pénible quand on fait, on va dire déjà du système distribué de base, mais donc à plus forte raison du microservice, c'est le partage de la donnée. Hop. Alors, si vous faites un produit microservice, vos services vont avoir besoin de partager de la donnée. Si. Au début, on n'y pense peut-être pas, mais il faut. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Comme vous l'a mentionné en début de présentation, Julien, on a un produit, une fonctionnalité qui s'appelle le Presence Management, qui consiste à déployer pour un client les informations de ses points de vente au travers de différents annuaires partenaires, donc Facebook, Google et tous ceux que j'ai montrés sur le slide. Pour ce faire, on a développé un microservice donc, qui, lui, est chargé de se connecter à ces différents annuaires.
on a estimé que ça valait le coup de faire un microservice pour ça, et en fait, plutôt raison. On a plutôt raison, parce qu'il n'y a pas 2 annuaires qui utilisent les mêmes protocoles pour se connecter. Enfin, bon, il y a toute une logique évidemment qu'on ne peut pas connaître avant de se lancer dans le projet. Mais bon, on a fait un microservice qu'on appelle ici Publishing, qui va prendre les données administrées de Bridge et les diffuser dans les annuaires partenaires. Pour avoir ces données-là, le service Publishing doit communiquer avec le service de gestion des points de vente, le service Location. Il doit connaître les données des points de vente. Alors pour ça, il y a plusieurs approches. La première approche, c'est de dire on va leur mettre une grosse base de données partagée. Alors, ça peut faire rigoler comme ça, mais c'est pas forcément une si mauvaise idée. Il y a des gens qui le font et ça fonctionne. Notamment si on fait une très très grosse base de données avec une API de stockage en dessous, ça peut le faire. Si on y va, entre guillemets, bêtement, comme ça, en mettant une grosse base de données qui est un Postgre, un Mongo, par exemple, classique, qui est attaqué par tous nos microservices, on va vite tomber sur un problème, c'est le couplage des schémas des données. Et ça, en fait, ça va casser, ça va faire en sorte que le jour où vous allez vouloir rajouter un attribut, parce que vous avez une nouvelle fonctionnalité, un nouvel attribut, par exemple, dans votre donnée point de vente, vous allez être obligé de repasser sur tous les microservices qui utilisent la donnée point de vente. Bon, donc c'est pas forcément une super idée. Nous, on n'a pas gardé celle-là. Après, vous avez une deuxième solution, qui est de dire chaque microservice gère sa donnée. Si un autre microservice en a besoin, il fait une requête pour la demander. Ça a le mérite d'être assez isolé. Il n'y a qu'un seul service qui peut accéder aux données d'une ressource. Par contre, en lecture, c'est un peu long, ça fait faire beaucoup de requêtes. Et nous, on avait des contraintes avec les mini-sites de performance de nos clients, contraintes de SEO. On s'est dit, bon, ça, on a peur que ce soit un peu lent. Donc, on a adopté une troisième solution qui est la solution, entre guillemets, NoSQL, qui dit toutes les données, on les copie partout. Puis comme ça, si un service a besoin des données, il a tout de suite, il fait une requête, il regarde dans sa base de données, il peut les restituer, ça va vite. Et à la lecture, au moins, ça fonctionne bien. Sauf que, évidemment, il y a des petites contreparties que je vais essayer de vous exposer par la suite. Un premier scénario simple, on veut créer un nouveau point de vente pour un client. Donc, créer un nouveau point de vente, et évidemment, on veut qu'il soit publié directement sur l'annuaire. Il faut que ce soit tout fait automatiquement. Donc, pour ce faire, on a 5 étapes. La première étape, c'est on envoie notre formulaire avec les données qui ont été saisies via notre interface de gestion sur le service Location. Il fait un petit peu de validation, tout ça, il stocke dans sa base de données, et puis une fois qu'il a processé la requête, il diffuse ça sur un bus à message, par exemple, aux autres services. Là, notre service publication, qui est intéressé par ces données-là, va recevoir les données du nouveau point de vente, puis lui, à son tour, il va les copier dans sa base de données. Une fois qu'il a fait ça, il envoie les données qu'il aura un petit peu adaptées dans les différents annuaires, et puis on a traité tout l'événement de création de points de vente dans notre système. Ça a un petit avantage, c'est que si on veut republier les données d'un point de vente, alors republier les données d'un point de vente, ça peut arriver par exemple quand on a un nouveau partenaire. S'il y a un nouvel annuaire qui se rajoute dans notre produit de presence management, on n'a pas envie d'avoir une action manuelle pour tous les clients, sur tous les points de vente pour repousser les données. Donc il faut que notre service publishing soit autonome de ce point de vue-là. Là, avec cette solution-là, on a juste à envoyer une requête sur ce service publishing, lui dire « republie-moi toutes les données de ce client ». Étant donné qu'il a les données dans sa base, il a juste à aller faire un petit fetch de la donnée, il republie, et à la limite, même si le service de gestion des points de vente n'est pas disponible à ce moment-là, c'est pas grave, ça fonctionne. Et en plus, on gagne 2 étapes par rapport à la création, donc on est assez rapide. C'est plutôt chouette. Bon, après, il y a des cas un petit peu plus compliqués. Par exemple, dans nos points de vente, on a voulu permettre à nos clients de spécifier des produits qui peuvent être différents selon les magasins. Un exemple que j'ai en tête parce qu'on a travaillé dessus encore cette semaine, c'est Finagaz qui en fait a des bouteilles de gaz différentes selon leur point de vente et leurs clients ont besoin de savoir dans quel point de vente il y a tel ou tel
bouteille de gaz. Donc pour ça, on a un service de gestion des produits qui va permettre de faire de l'édition de produits et ensuite d'associer ça à nos différents points de vente. Donc ce qui se passe là-dedans, c'est qu'à la mode NoSQL, on est full copie de données. Quand on veut créer un nouveau produit, on envoie une requête de création au service qui gère les produits. Il traite cette requête, il la stocke dans sa base de données. Ensuite, il diffuse l'information aux services qui sont intéressés. Et là, le service de données de point de vente, lui, il va vouloir copier ces données. Alors en fait, pourquoi il les copie? C'est pour pouvoir les restituer très rapidement quand il y a une requête sur le store locator du client. Sauf que là, il va se retrouver donc à avoir un produit créé ou mis à jour qui peut être sur potentiellement tous ces points de vente. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une boucle et il va dire pour chaque donnée de point de vente, je rajoute les données. Alors nous, on utilise des documents dans notre base de données, mais ce serait pareil dans d'autres formats de base de données. Et je rajoute les données du produit à chaque ligne ou à chaque document de point de vente, des locations. Ouais. Faut savoir que là, on parlait de Finagaz, ils ont un produit, ils ont 13 000 points de vente. Donc ça veut dire que dans mon back-office, je saisis une description pour ma nouvelle bouteille de butane. Quand j'envoie le formulaire, après, la description de ma bouteille de butane, elle est copiée dans 13 000 documents dans la base de données des points de vente. Alors, ça fonctionne. Honnêtement, avec l'architecture qu'on a, la volumétrie, ça pose aucun problème. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à mettre de la concurrence là-dedans, ça devient vite compliqué. Alors, exemple simple pour commencer. Ici, on modélise en fait une file à message parce que nos services sont dupliqués, on a du messaging entre les deux, donc c'est-à-dire que on va avoir des événements qui vont être traités de façon asynchrone, et donc on symbolise une file à message qui va contenir des événements qui, eux, sont dépilés par nos services. Ici, c'est une mise à jour de points de vente. Donc là, ce que j'essaie de vous montrer sur ce dessin, c'est qu'on peut avoir des mises à jour en fait, qui sont inutiles. Un exemple, je veux modifier la description de mon produit, ma fameuse bouteille de butane, puis je m'aperçois que, en fait, non, j'ai une coquille dans ma description. Hop, je modifie ma coquille, je re-sauvegarde. Donc j'envoie 2 événements dans mon système avec un petit temps d'intervalle. Si mon système a un petit peu de charge, quand j'envoie le 2e événement, le premier, il n'a pas encore été traité. Donc on va se retrouver avec ces 2 événements-là dans la file, c'est-à-dire la version 0.1 de la description de mon produit P2 et la version 0.2. On se dit, c'est dommage, si on avait fait les choses bien, on ne serait pas obligé d'écrire les 2 événements. On pourrait détecter que le premier, il est obsolète. Donc c'est pas grave, on perd un peu de temps, c'est pas très grave. Mais bon, il faut avoir conscience que ce genre de choses peut arriver avec ces architectures-là. Après, on peut avoir l'update bomb. L'update bomb, c'est le cas du produit. Je modifie la description d'un produit et ça impacte les données de 13 000 points de vente. Alors là, commencez à vous dire, on a un 2e facteur de complexité. C'est-à-dire que si je combine ça avec mon update inutile, je me dis, la description de mon produit P2, je fais une coquille, je sauvegarde, j'envoie 2 événements. Là, on va passer de 13 000 à 26 000 événements. Ouais, on aura 13 000 événements quand même qui sont inutiles dans le système. Bon. Honnêtement, on les tolère, mais ça commence à sentir un petit peu mauvais. Là, on se dit, on n'est pas tranquille quand on a ça dans notre système. Ensuite, on peut arriver sur des cas carrément de perte de données. Donc ça, c'est des cas qui arrivent un petit peu moins, mais imaginez, j'ai 2 gestionnaires clients pour le même client qui veulent, de façon concurrente, modifier la description de ma fameuse bouteille de butane. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que la première requête, le premier qui va valider son formulaire va envoyer une requête dans le système. Le deuxième va envoyer une requête aussi dans le système, mais il n'aura pas les informations de la première requête. Et donc, en fait, la première requête va être traitée avec une partie des données mises à jour par le point de vente A, mettons, le manager A.
Et quand la deuxième requête va arriver, étant donné qu'elle n'aura pas eu les données de la première, et bien elle va écraser dans le système les données de la deuxième. Ça, c'est un problème de concurrence. Et en fait, on ne peut pas le maîtriser parce qu'en fait, comment dire, là, je vous donne un scénario simple avec une interface d'administration et un formulaire web. Mais il faut savoir qu'en concurrence de ça, on a une API publique qui est ouverte où les clients peuvent gérer de façon automatique les mises à jour des points de vente et de leurs données. On a aussi la possibilité de mettre de gérer des fichiers Excel, comme je disais tout à l'heure, qui vont, qui vont beaucoup de lignes. Comment ? Qui ont beaucoup de lignes. Donc, ils vont beaucoup de lignes, ouais, mais qui vont injecter dans notre système les données de parfois plusieurs dizaines de milliers de produits ou de points de vente. Et donc, on peut arriver à des situations où on perd de la donnée. Alors à ça, un petit bonus, c'est que quand vous faites du système distribué, ça c'est une vérité générale, votre système peut avoir des pannes n'importe où, sur le réseau, sur votre bus à message, votre base de données qui n'est pas contente. Bon. Deuxième facteur, nouveau facteur de complexité, votre service il est dupliqué parce que quand on fait du microservice, généralement on fait des petites briques de code simples. Donc, comme on dit, on fait de la scalabilité horizontale et pas verticale, c'est-à-dire qu'on met des morceaux de code qui ne tiennent pas beaucoup de charge, mais on en met plein. Donc, votre code est dupliqué. Et donc ça, en fait, ça vous fait des boucles. Spéciale dédicace à Sylvain, qui a travaillé là-dessus toute la semaine dernière. Donc des boucles, c'est quoi ? C'est vous injectez, vous avez des requêtes concurrentes, et par un mécanisme complexe que je ne vais pas vous décrire ce soir. Et magique. Et magique aussi, sûrement, mais diabolique. En fait, vous avez des événements qui créent d'autres événements, qui créent d'autres événements, ainsi de suite. Et donc, vous avez votre système qui explose et vous avez une génération factice d'événements. Alors, on en a eu de plusieurs types. En 2 ans, moi, je me souviens d'avoir travaillé sur au moins 3 types de boucles. La première, c'était... on a fait une petite connerie dans le code. On n'a pas fait attention que dans certains cas, on allait faire 2 fois un update et que ça pouvait générer de façon exponentielle des mises à jour de points de vente. Bon, ça, on s'en aperçoit généralement assez vite, on corrige. La deuxième, qui était un petit peu plus difficile, c'était le cas où on en appuie 2 fois très rapidement sur le bouton enregistrer dans l'interface d'administration. Donc là, on envoyait 2 updates avec un temps très très court et puis selon comment ça était interprété, ça pouvait créer des cycles et des boucles et ça faisait exploser le système. Et puis plus récemment, Sylvain a découvert une nouvelle piste qui serait qu'on a des services tiers et en fait, si la plateforme est mal dimensionnée, à certains endroits ça ralentit et puis au bout d'un moment, il y a des erreurs. Il y a des choses qui ne sont pas traitées, mais les erreurs vont générer des nouveaux événements qui, eux, vont générer des nouvelles actions qui, potentiellement, vont être en erreur parce que la plateforme est surchargée. Enfin, voilà. Et donc, là, vous avez de la donnée de partout. Et quand vous commencez à essayer de comprendre ce qui se passe, voilà, faut respirer un coup. Et puis, généralement, on trouve quand même la solution et on arrive à maîtriser la chose. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous décentralisez votre... architecture, plus la synchronisation des données devient complexe. Alors, quand même, dernier petit mot là-dessus, il existe des solutions, on va dire des frameworks d'architecture qui ont vocation à résoudre ça et qui fonctionnent. Donc il y en a un premier qui s'appelle la Kappa architecture, je ne vais pas vous la décrire parce que c'est assez long, mais grosso modo, on va centraliser tous les événements dans notre système avec un gros log, type Kafka, un truc qui prend de la volumétrie sans sourciller. Et donc ça résout les problèmes de synchronisation de données, si on respecte quelques règles. Et puis il y a aussi la solution de ne pas copier ces données après tout, parce que finalement, si on a un système qui est bien dimensionné, si on arrive à mettre du cache à peu près là où il faut, et si on met une petite dose de GraphQL pour gérer le découplage entre les différents services, GraphQL, je ne vais pas dans les détails, mais ça permettrait de faire en sorte que vos services évoluent chacun à leur rythme sans casser un service en faisant évoluer un autre, on peut arriver à s'en sortir. Donc voilà, j'espère que vous penserez à ce talk si vous devez
partager de la donnée entre différents services. Ok, du coup on va finir par quelques petits conseils qu'on pourrait vous donner. Donc une des problématiques qu'on n'a pas encore résolues, c'est où est-ce qu'on met le cache. On a eu quelques pistes pour, par exemple, essayer de mettre un cache varnish à l'extérieur du cluster Kubernetes. Bon, là, on a eu des soucis de mise à jour d'adresse, etc. Donc on a abandonné, on a essayé de le mettre dans le cluster, on a eu d'autres soucis. Donc pour l'instant, c'est un peu la question, on ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va le mettre, mais on travaille dessus. Quelque chose que vous allez avoir sûrement besoin si vous faites du microservice à une certaine échelle, c'est que malheureusement, au début, ça fonctionne plutôt bien, on peut déployer toute la plateforme sur son poste de dev. Par contre, on va arriver à un moment donné où déployer 20 services, la base de données et les autres services qu'on a besoin sur sa machine, ça va devenir compliqué. Nous, ce qu'on a chez nous, donc on a des stacks de développement qui sont présentes, qui permettent d'être créées à la volée, etc. Donc ces stacks, en gros, sont toutes dans un cluster Kubernetes dédié. On a pareil encore un ensemble de pipelines Jenkins qui permet de les créer très facilement en un clic. Donc dès qu'on a besoin de faire un test, il suffit de créer la nouvelle stack, déployer l'application et on peut faire notre test rapidement. Derrière, on la supprime. Donc ça a été possible parce qu'on a quand même dockerisé l'ensemble de nos composants, donc du serveur d'authentification à tous nos services. Dans ces stacks-là, la base de données ainsi que notre habit sont dans des conteneurs. Bien sûr, en prod, c'est pas le cas. Voilà. Un conseil qu'on a un petit peu zappé au démarrage, c'était de bien mettre des métadatas au niveau de nos messages. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au départ parce qu'on est parti bille en tête dans notre truc pour délivrer de la feature à fond. On ne pensait pas qu'on aurait des boucles. Déjà. Puis la première fois qu'on en a eu, on ne pensait pas qu'on en aurait une deuxième. Et donc bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait mais qu'on est en train de mettre en place. Donc bien penser à mettre des métadatas type un petit identifiant de corrélation, l'utilisateur qui est à l'origine de la requête, etc. Ça va être plutôt utile pour débugger ce genre de problème. Un autre petit truc qu'on n'a pas rajouté et qu'on regrette un petit peu, c'est nos contrats. On n'a pas explicité les contrats au niveau de nos services. Donc en gros, on expose le schéma Mongo sur le service. Donc c'est super pratique pour développer très rapidement. En 2.2, on arrive à monter un nouveau service et on peut déployer de la feature. Le problème, c'est que derrière, c'est un peu plus compliqué à la maintenance. Typiquement, dès qu'on veut ajouter dès qu'on veut modifier un peu notre schéma, ça devient un peu le bazar. Bon, on a quand même quelques règles de notre côté, même si c'est pas explicite. On sait que le schéma, le schéma, donc c'est le schéma du service, le contrat du service, c'est le schéma Mongo. Donc du coup, on s'interdit de supprimer des éléments, on s'interdit de les renommer. Et on arrive à s'en sortir. Mais par contre, c'est clairement pas une bonne chose à faire. Là, le cas typique, c'est quand votre PO vous donne une feature, vous dites « Ah bah ça c'est facile, c'est 2 jours ». Puis après, vous vous rendez compte qu'en fait, ah bah non, là, si je pète le schéma de la donnée, ça se propage sur tous mes microservices. Donc vous retournez voir le PO, vous lui dites « Bah non, en fait, c'est 2 semaines ». C'est bête, hein. Donc voilà, donc pensez à expliciter vos contrats. Donc, si vous avez dormi jusqu'à maintenant, c'est pas trop grave, vous pouvez vous réveiller. On a un petit slide pour vous résumer un peu la conf. Déjà, la première chose, c'est qu'on a réussi à on a réussi à s'en sortir. Donc, vous pouvez sûrement y arriver. Pour l'instant, on ne le regrette pas. On s'est bien amusé. Un rappel du début, allez au plus petit possible. Donc, pensez petit. Oui. On dit toujours, on sait qu'on aura des surprises et des choses qu'on ne prévoit pas, mais ça, c'est un leitmotiv. On vous le garantit sur facture, vous pouvez le prendre celui-là. Bien sûr, utiliser un orchestrateur. Je ne vois pas comment on pourrait se lancer là-dedans sans un orchestrateur. Et enfin, attention au partage de la donnée. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser. Merci. Merci.
Des questions? Quelqu'un? Est-ce qu'on peut revenir à la slide des data, là où il avait les problèmes des réplicas des données? Là, Avant? Non, celle-ci, c'est bien. En fait, là, c'est une queue de RabbitMQ, par exemple. Oui. Donc, vous communiquez entre vos microservices avec RabbitMQ. Voilà. Si vous savez cette queue, les messages ils commencent à être consommés à fur et à mesure. On ne fait pas un knowledge du message, juste si l'événement s'est bien passé et si c'est mal passé. On les met dans une queue d'erreur. Et dans ces cas, on est dit, bon, on arrête et on va communiquer avec tous les services pour dire la dernière transaction qu'on a fait, il faudrait l'annuler. Et comme ça, on n'éviterait pas peut-être tous ces problèmes. Surtout que peut-être RabbitMQ, il peut vraiment gérer quand même cette escalabilité. Je peux prendre la réponse si tu veux. Parce que Vas-y. Alors, la remarque que tu as faite, c'est la remarque que j'ai faite quand on a commencé à construire ça. J'ai dit, tiens, là, on va mettre des queues avec des acknowledgements, mais vraiment exactement comme tu l'as décrit. Sauf que, en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que on développe avec des équipes en parallèle et que on a mis des NAC, donc des acknowledgements négatifs. Comme tu dis, les événements qui sont en erreur vont pas être remis dans la queue, ils vont repartir pour avoir un traitement spécifique. Et en fait, sur une dizaine d'API, il n'y en avait qu'une où c'était utilisé. Et en fait, ça fonctionne si tu l'imposes. Et en fait, c'est ça qui est compliqué dans le microservice, c'est que quand tu passes une certaine échelle, parce qu'avec 2-3 microservices et une dizaine de développeurs, tu arrives à peu près à gérer encore, mais quand tu dépasses une certaine échelle, après, si tu imposes pas ces règles-là, du coup, il faut que tu fasses comme si elles n'étaient pas respectées. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à ces situations-là. Donc c'est de là où que tu dis imposer un contrat aussi, peut-être là-dessus. Par exemple. Et c'est là où, en fait, je termine. C'est un peu trop compliqué pour que j'explique en 45 minutes, mais un framework comme une capa architecture, en fait, c'est quelque chose qui te donne des règles dès le départ. Et en fait, si tu respectes ces règles, ce que tu décris fait partie de ces règles-là. En fait, ça te donne des règles pour dire si vous utilisez ce type d'architecture, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Peut-être vous en aurez d'autres, mais pas ceux-là. Cool, merci. D'autres questions? Combien de temps il vous a fallu pour repartir from scratch jusqu'à arriver à un truc fonctionnel? 1 an. Alors, en fait, 1 an entre le moment où on a commencé à mettre un développeur dessus et le moment où on a livré notre premier client. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ça, 1 an. À peu près. Donc après, 1 an, il faut voir aussi combien tu mets de développeurs en face. Hein. Ouais, c'est ça. Au final, on était, je crois, on était une dizaine quand même. Alors, sur la V3, non, je pense pas. Ouais, même pas. On était une dizaine, mais En on tout. continuait en parallèle à développer évidemment aussi et à maintenir la version numéro 2. Puisque là, en fait, ce qu'on vous écrit, c'est la version numéro 3. Et donc, je sais pas, je dirais 1 an à 6-7 développeurs peut-être. Ouais. Merci. Oui. Qu'est-ce qu'il est advenu de la version Legacy? Elle est toujours là. Ouais, ça fait sourire les gens derrière toi. Non, elle est toujours là et en fait, on a une équipe de support. D'ailleurs, s'il y a des gens qui aiment faire du Ruby dans la salle. Quel est le ratio de code entre le code métier et le code infra? Le code infra, qu'est-ce que tu entends par Tout code ce qui infra? est autour, en fait, le messaging, la base de données, par rapport au métier lui-même. Alors, le ratio... alors, il y a deux choses. Données. Je pense il y a deux choses. On va distinguer par préoccupation. Ce qui est code infra pur, vraiment Docker déploiement, c'est essentiellement du Kubernetes et je dirais c'est très peu. Ouais, après il y a tout le pipeline Jenkins. Quoi, alors ça c'est autre chose. Voilà. Ouais. Dans la CI et le déploiement, il y en a pas mal. En fait, on a quoi, une quinzaine de microservices. On a un starter kit qui permet de démarrer les nouveaux front office. On a, 3-4 projets front-end. Et peut-être en termes de repository, on a quoi, deux repos pour la CI de Cobb.
En fait, je pense qu'on n'est même pas à 50-50, on doit être à... si, peut-être 50-50. Entre le code vraiment pour les features et le produit, quoi, et tout le code autour pour gérer tout ça, quoi. D'autres questions? Donc, je voulais savoir combien vous avez gagné en performance sur un cas d'exemple. Si on peut répondre en termes d'import. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de performance, alors si tu prends la donnée à laquelle on s'accroche, ça s'appelle l'AppDex, je ne sais pas si tu connais. L'AppDex, c'est un outil c'est une mesure qui est donnée par, je crois que c'est Google Analytics. Non, je ne sais pas du tout. Grosso modo, en fait, ça te donne le taux de satisfaction de la requête. Donc évidemment, tu as la latence qui va dedans, mais tu as tout un tas de données statistiques, quoi. Et grosso modo, sur l'AppDex, on est égal. Parce que en fait, on a des contrats, tout bêtement, et que sur la V2, on a dû faire des choses pour réussir à maintenir cet AppDex-là. Clairement, il y a moins d'efforts à faire au niveau infra pour le maintenir sur la V3. Les problèmes, on n'a pas de problème de perf, quoi. Clairement, ça dépote, il n'y a pas de souci. Mais là où on gagne, ça va être, typiquement, on parlait d'import, on avait des soucis de traiter des gros fichiers d'import avec la version précédente. Là maintenant, balancer des gros fichiers dans le système, ça ne nous pose plus de problème. Donc du coup, c'est plus à l'utilisation, quoi. Et après, là pareil, on a pas le seul gros client qu'on a, donc c'est Finagaz pour l'instant qui rentre dans le système. Et on en embarque d'autres, et ça va être au moment où on va arriver avec beaucoup plus de clients qu'on va voir ce qui se passe, quoi. Après, il y a peut-être une question que tu ne peux pas encore connaître si tu n'as jamais fait du microservice, mais qui se pose en termes de performance, comme on dit. En fait, là où tu veux de performance, parce que tu scales horizontalement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu as aussi plus de machines. Et par contre, en termes de facture d'hébergement, là, c'est pas la même facture. C'est beaucoup plus cher. Une dernière question? Non, c'est bon. C'est beaucoup plus cher si on les prend en instance large, par exemple, tout le temps passer un développement, un déploiement, un support et tout ça. Vous croyez que passer au microservice, c'est moins cher ou plus cher pour la boîte qu'avoir gardé votre solution en monolithe où c'était pas vraiment isolé? Par rapport au monolithe, c'est à mon avis moins cher. Non, en fait, moi je pense que la question en fait se pose, tu as des seuils, c'est-à-dire que si tu as une équipe de 5 développeurs, je pense que le monolithe va être plus intéressant. Après, si tu travailles avec une équipe de 20 développeurs, tu as des problématiques d'intégration qui peuvent être complexes à gérer sur du monolithe. Et après, ça dépend aussi de si tu as bien conçu ton système au départ, si tu arrives bien à séparer tes briques pour que les équipes travaillent différemment. Là, tu vas pouvoir gagner en débit, tu vas pouvoir faire plus de features, quoi. J'avais pris la question pour nous. Est-ce que c'est moins cher de mettre de la feature sur la V2 que sur la V3? Ah, dans l'autre sens. D'accord. Enfin, je dirais, en fait, c'est vraiment la façon dont ça te permet de scaler en termes d'équipe et de développement en parallèle. C'était quoi ta question? C'était ça? C'était plus niveau argent, en fait. Ah, niveau argent. Si, en fait, c'était pour nous. Je voyais tout ça parce qu'il y a l'impact de développeurs, il y a pour nous, qui vont payer le support, actuellement, effectivement, c'est moins cher de développer de la feature sur la nouvelle version que sur l'ancienne. Pour des questions déjà de connaissance, la compétence Ruby, on l'a pas forcément, donc du coup, c'est plus compliqué de rentrer là-dedans. On a aussi la base de code qui est un peu plus complexe au niveau du legacy, avec, comme je disais, plein de petites features qui ont été développées pour certains clients, et donc du coup on se retrouve avec un beau pâté de spaghetti qu'on n'a pas encore au niveau de la nouvelle version. Donc où là on s'est plus concentré sur la partie vraiment produit, et donc on s'est vraiment sur la partie on veut un produit on va dire générique pour l'ensemble en fait, et donc du coup sur ce niveau là c'est un peu plus facile de rentrer sur la nouvelle version, quoi. Mais pour répondre généralement à ta question, je ne pense pas que le microservice te garantisse des coûts plus faibles ou plus forts. Je pense pas non plus. Ça dépend si ton code il est bien fait ou mal fait. Tu peux faire un code mal en monolithe, tu peux faire du code bien en monolithe, ça c'est clair.
Et tu peux faire mal ou bien en microservice. Et je pense que c'est ça qui va impacter ton coût. Et je pense que c'est pire en microservice. Oui, si tu fais ton code mal en microservice, arrive un moment où tout s'écrase et c'est fini. Et bon, je vais profiter. Et pourquoi pas du DDD? Alors, en voyant ta présentation tout à l'heure, c'était rigolo. Il y a eu une question d'ailleurs. Est-ce que ça se marie bien avec le microservice? Moi, mon avis personnel, c'est que c'est orthogonal. Les deux peuvent aller ensemble. Les deux devraient aller ensemble. Les deux devraient aller ensemble. DDD, je vois ça plus comme une méthode de conception métier, enfin, qui part vraiment du données métier. Microservice, c'est vrai que tu vas partir plus quand même. Quand tu dis je veux faire du microservice, tu pars de considération technique. C'est pas un métier. Donc, les deux doivent aller ensemble. Et je pense que ça serait intéressant de faire du microservice avec du DDD.